Alors, comment être aussi agile que vos clients pour proposer une expérience toujours plus qualitative et adaptée à leurs pratiques? Lors de cette conférence, Zendesk va partager les 6 clés du succès identifiées et mises en pratique par les retailers champions de la relation client qui vont venir partager leur expérience, leurs conseils concrets et actionnables pour toujours gagner en agilité. Alors cette keynote, elle est très particulière, elle se fait à distance. Les voilà qui apparaissent. Merci d'accueillir Sandrine Matichard, qui est analyste chez Zendesk, Sophie Pietremont, qui est directrice marketing Europe du Sud chez Zendesk, et puis Nicolas Pellissier, ex-directeur Customer Care Quality and Services chez Back Market. Bonjour, on est ravis d'être présents sur cette conférence plénière dans le cadre de Paris Retail Week. Je me présente, je suis Sandrine Matichard, je suis une analyste indépendante spécialisée dans les sujets de transformation digitale et plus particulièrement dans le secteur du retail. Et si je suis avec vous et avec les invités aujourd'hui, c'est parce que je co-anime avec Shab Sedjawani le podcast qui s'appelle Retail Agile et que Zendesk a lancé cette saison pour parler agilité dans le retail. Donc, on est en plein dans le sujet. Donc, voilà, vous avez posé le sujet tout à l'heure sur l'agilité dans le retail. Il est clair que cette année, beaucoup d'agilité a été nécessaire dans un contexte d'urgence. On passe maintenant dans un contexte qui est un petit peu différent et on voulait essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements en 30 minutes chrono, ce qui est un sacré challenge. Et si nos invités sont avec nous, eh bien c'est parfait. On va essayer de dessiner quelques tendances et surtout de confronter avec la réalité du marché en 2021. Et pour ça, donc Nicolas. Nicolas, est-ce que du coup on t'entend? Ouais, je crois que c'est bon maintenant. Ah, parfait. Alors Nicolas, tu as participé à notre podcast et tu étais jusqu'à très récemment directeur Customer Care and Services de Back Market. Est-ce que tu peux présenter en quelques mots l'entreprise Back Market et tes missions? Avec plaisir, merci Sandrine. Du coup, Back Market, on est la place de marché leader sur le marché du reconditionné. On propose dans 17 pays dans le monde les meilleurs produits tech reconditionnés par des professionnels certifiés. Donc ça peut aller à du téléphone, de l'ordinateur, des casques, on va jusqu'au lave-vaisselle. Donc, tout ce qui est tech qui se répare, Back Market a pour vocation de le distribuer en Europe et dans le monde entier, notamment aux US. Au sein de Back Market, j'ai été pendant 4 ans donc le directeur de la relation client et de la qualité chez Back Market, et j'étais garant donc de la qualité de l'expérience client et la qualité en soi même des produits qu'on proposait chez Back Market, donc de la qualité de nos reconditionneurs. Et là, depuis 3 mois, je suis en pleine reconversion et je suis désormais développeur back-end. Comme quoi c'est possible. Et je suis également avec Sophie Pietremont, qui est directrice marketing Europe du Sud de Zendesk. Sophie, même exercice, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Zendesk et ce que tu y fais? Oui, bonjour à tous, ravie d'être ici. Merci Sandrine. Donc, un petit mot sur Zendesk, éditeur donc d'une plateforme CRM omnicanal qui permet d'améliorer l'expérience client. Donc, faut savoir que ce service client fait partie vraiment de notre ADN depuis notre création il y a environ 13 ans, et on va innover en permanence pour que nos solutions soit pensé en fonction des bonnes pratiques de l'expérience client. Alors, il faut savoir qu'on interroge justement nos clients de manière régulière pour justement en tirer des clés, et c'est ce qu'on va aussi parler par la suite. Alors, n'oubliez pas, si par exemple vous faites appel au service client, alors Uber, Deliveroo, Netflix, mais aussi des marques plus locales comme Zadig et Voltaire, Jules, Carrefour Belgique et autres, ça veut dire que votre demande a été adressée par la plateforme Zendesk. Donc, ça vous permet de voir un petit peu l'ampleur. Merci. Alors, ce poste d'observation, justement, ça vous permet peut-être d'avoir une vision trans-client. Comment ça s'est passé le début de l'année 2021 pour le retail? Alors, effectivement, Sandrine, on a vu chez Zendesk que l'année dernière a apporté énormément d'évolution justement dans le retail. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment,
cette omnicanalité de l'expérience client était vraiment à l'honneur, ultra importante, et ça a permis à certaines entreprises vraiment de se démarquer. Par exemple, entre septembre 2019 et septembre 2020, tout ce nombre d'interactions clients a augmenté de 13%. Et cette tendance, elle continue et elle donne le rythme de 2021. Donc, il faut savoir que les consommateurs sont ultra vigilants sur cette expérience client et 65% des consommateurs vont privilégier les enseignes qui proposent des transactions en ligne qui sont simples et rapides. Ensuite, forcément, l'e-commerce a explosé. Et donc ça, c'est une tendance aussi qui continue ici. Et en plus de ce e-commerce, c'est l'utilisation du mode conversationnel dans l'expérience client. Et on le voit, les consommateurs vont utiliser 2 fois plus fréquemment des messageries sociales pour interagir avec le service client. Et souvent, 48% des entreprises que l'on a interrogées lors de notre rapport annuel en 2021 ont une application pour le messaging, que ce soit WhatsApp, Messenger, chat, SMS, et ça pour le service client. Donc ça, c'est des grandes tendances que j'ai vues et que l'on a vues aussi dans le secteur du retail. Et puis, sans oublier aussi les collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a vu que énormément des pics de charge ont eu un impact sur les agents de service client. Il faut savoir qu'on nous a rapporté aussi, lorsqu'on a interrogé un petit peu nos clients, nos prospects et le marché, que 46% de ces agents du service client n'avaient pas les outils adaptés pour un télétravail efficace et qui 70% des agents se disaient dépassés face au nombre record de tickets. Et donc, ça donnait vraiment des agents fatigués. Et là-dessus, c'est une chose très importante, surtout en ce moment sur le retour du travail, à prendre en compte et de faire en sorte justement de véhiculer de la bienveillance aussi au niveau de ces agents. Voilà à ce niveau-là. Alors, on va faire un petit peu le focus sur la notion d'agilité. J'ai envie de vous demander à tous les deux en 3 mots, très rapidement, qu'est-ce que l'agilité pour vous? De quoi on parle aujourd'hui en fait? Alors, moi, je vais commencer. Enfin, pour nous, l'agilité, c'est 2 choses. C'est vraiment la vitesse, allier cette vitesse dans l'innovation face à l'adaptation en fait des nouvelles demandes des clients, mais c'est aussi la stabilité dans une vision à long terme et une excellence opérationnelle. C'est ça, pour moi, l'agilité. Bon, et pour moi, Nicolas? l'agilité, elle s'exerce notamment grâce à l'écoute terrain, notamment les opérations, comprendre ce qui se passe avec empathie, avec les oreilles ouvertes. Et ensuite, en fonction de ce retour terrain, de ces feedbacks qu'on a pu voir des clients ou des agents, prendre des décisions de manière très rapide pour pouvoir implémenter des choses et évoluer au moins aussi vite que évoluent les attentes de nos clients. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail parce que Zendesk a identifié schématiquement 6 grandes clés très concrètes pour développer cette agilité à long terme dans la relation client. Et j'aimerais qu'on les passe en revue assez rapidement avec toi, Sophie. La première clé identifiée, c'est d'unifier l'expérience entre l'e-commerce et le magasin. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, dans le cadre un petit peu des 2 années là qu'on a, de la crise sanitaire, on a vu, qu'il y a eu une généralisation, par exemple, du click and collect, et ça de manière sécurisée. Ou alors, on a vu aussi que dans le retail, il y avait des prises de rendez-vous clients en visio, et ça a été fortement apprécié par les consommateurs, les Français. Et donc, ils souhaitent, puisque ça a été possible, bénéficier durablement de cette nouvelle expérience hybride. C'est à la fois physique et à la fois digital. Et donc, du coup, ce qui est super important, par exemple, Monoprix, parce qu'il a participé donc à notre podcast, eux nous ont expliqué qu'ils avaient investi fortement sur cette collecte massive des feedbacks clients. Ils avaient analysé chaque année plus de 300 000 feedbacks du service client.
mis en place plus de 200 000 évaluations Net Promoter Score, donc NPS, et bien sûr en prenant en compte les retours des réseaux sociaux. Donc, pour réussir un petit peu cette nouvelle expérience hybride, réussir ce mix, ce qui est super important, c'est d'utiliser de manière très fine la donnée, mais également de prendre en compte la dynamique des collaborateurs. Et par exemple, quand on voit que Monoprix a justement collecté massivement tous ces feedbacks et ces données, celle-ci, elle a été pré-traitée en fait par de l'intelligence artificielle, et cette masse d'informations a permis de prioriser des sujets, d'identifier des magasins ou des régions en France avec vraiment des enjeux spécifiques. Et donc, du coup, Monoprix a mis en place des sortes de plans d'action qui ont été centrés sur les, les 20 établissements sur lesquels il fallait se focaliser et mettre en œuvre. Et la deuxième, c'est s'inspirer des pratiques les bonnes pratiques du e-commerce. Elles sont nombreuses, alors sur lesquelles vous voudriez qu'on s'arrête plus particulièrement? Oui, effectivement, ce qui est super aussi important de voir, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de meilleures pratiques des pure players, heu, qui ont justement établi des nouveaux standards. Et ce sont aussi des standards que les retailers ont voulu aussi adapter. Et par exemple, si on parle d'une des spécialités d'AliExpress, hein, le live streaming, aujourd'hui, AliExpress va accueillir 150 à 300 lives par mois sur sa plateforme française. Et ça permet justement de toucher des audiences un peu plus différentes, plus larges, plus jeunes, et en plus de prendre en compte tous les talents qu'ils ont pendant le direct, et de mettre en avant des influenceurs aussi de leur côté, et d'avoir en direct de nombreux feedbacks clients. Donc ça aussi, c'est important et c'est ce qu'on a vu, de prendre des idées, des solutions qui sont issues du terrain et qui viennent de startups innovantes. Mmh. Alors troisième clé, c'est l'hyper-personnalisation de la relation client. Alors, il y a de nombreuses dimensions dans cette question-là. Pour vous, où est-ce que cette personnalisation doit se placer en priorité? Alors effectivement, cette hyper personnalisation, elle est vraiment au centre des attentions, hein, que ça soit des promotions spécifiques, de l'expérience client, ou même parfois du produit lui-même. Hem, dans l'étude, on a vu que 9 consommateurs sur 10 souhaitaient justement une expérience qualitative avec les marques qui les connaissent, et il faut savoir qu'un client sur 2 avait déjà abandonné sa relation avec une marque, soit parce que, justement le site web était pas assez personnalisé à leur goût. Donc ça, cette qualité de la relation client est ultra importante, et c'est ce que nous l'indiquait d'ailleurs Rouge-Gorge dans le secteur de la lingerie. Eux, en magasin, ils ont vraiment adapté la personnalisation aux multiples canaux dont ils faisaient usage. Et donc, aujourd'hui, 50% des temps de contact sont personnalisés, soit sous la forme de messages personnalisés, soit soit par la suggestion de certains produits. Alors, tout à l'heure de l'utilisation des canaux conversationnels avec des chiffres assez. Aujourd'hui, le commercionnel, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut s'y engager et surtout en tirer un retour sur investissement? Ah bah oui, oui, il faut savoir que là, 76% des Français, hein, on l'a vu dans notre rapport, utilisent au moins un réseau social, je vous en ai parlé tout à l'heure, et que les consommateurs utilisent 2 fois plus fréquemment les messageries pour interagir avec un service client. Et ça, c'est important, ça montre vraiment que notre monde est de plus en plus conversationnel, et qu'en plus, les entreprises l'ont bien comprise, puisque 48% des clients prospects des entreprises que l'on a interrogées ont ajouté une application messagerie euh, pour justement interagir avec leurs clients. Mais je pense que je vais laisser la main à Nicolas de Back Market, parce que vous avez aussi mis en place certaines choses à ce niveau-là.
Ouais, alors je pense effectivement que comme vous, bah, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents et en tant que marque, on se doit d'être présent là où les clients sont. Donc nous, Back Market, on est présent bien évidemment sur Facebook Messenger, sur Instagram, sur Twitter. On commence à faire aussi un peu de TikTok. Et récemment, on a fait, enfin il y a une petite année maintenant, on a lancé une initiative sur WhatsApp, qui est vraiment une application de messaging. On l'a lancée, sur notre application mobile. Donc quand vous êtes sur notre application mobile, et que vous avez fait une commande, vous pouvez contacter quelqu'un du service client via WhatsApp. Et c'est un canal qui est très agréable, un peu comme Facebook Messenger, parce que c'est à la fois du Mmh. synchrone et de l'asynchrone. Vous pouvez poser une question, revenir un peu plus tard, et on se rend compte que c'est vraiment très apprécié par nos clients. On a une satisfaction qui est plus élevée sur WhatsApp que sur des canaux traditionnels comme le mail. Et c'est lié au fait que bah, c'est un canal qui convient mieux aux clients et où la notion de rapidité est un peu différente par rapport au mail. Et ça rapporte de vrais résultats très satisfaisants. Mmh. 5e clé, on a pu le mesurer, là aussi, dans la période dans laquelle nous sommes encore d'ailleurs, de l'après-vente, est de plus en plus centrale et de plus en plus reconnue par les enseignes. Est-ce qu'on peut mesurer cette valeur très brièvement? Quelle vision vous en avez, chez Zendesk? Alors oui, effectivement, le service, après-vente n'est plus du tout, considéré comme un service support ou comme un poste de coût, mais vraiment comme une étape stratégique pour la fidélisation. Donc ça, c'est super important. Le service après-vente devient stratégique. Par exemple, le nombre d'interactions a explosé, hein, si on prend un cas client comme Carrefour, Belgique, plus de 66 en mars-avril, 2020, donc, et une multiplication par 3 en un an pour nos clients chez GoSport et Cheers. Donc vraiment, l'e-commerce a élargi cette palette des sujets adressés, et bien sûr, au premier rang, c'était surtout la livraison. 47% des Français qui déclaraient avoir déjà connu un problème de livraison. Et donc les retours, hein, de ces livraisons pèsent sur l'expérience client et sur la rentabilité. Donc il faut vraiment mettre en place des enseignements quantitatifs et qualitatifs pour que cela puisse devenir stratégique dans la connaissance client. Alors dernière clé et ensuite on échangera avec Nicolas. Les agents ont été en première ligne et donc c'est vrai que, cette expérience agent, cette efficacité des agents est devenue, assez centrale et c'est la dernière clé, selon vous. Comment est-ce que, les retailers qui nous écoutent peuvent adresser cette question de l'expérience agent? Oui, il faut savoir qu'en plus, l'agent, c'est vraiment le visage de l'entreprise. Donc ça soit un télévendeur, conseiller clientèle, un agent service après-vente. Il est vraiment en première ligne dans le dialogue avec le client. Alors en plus, c'est quand même, un secteur qui est marqué, par un turnover important entre 15 et 30. Donc cette stabilité, ce dynamisme des agents contribue vraiment à cette qualité de l'expérience et je vais rapidement, vous parler de chez, Jafi, où ils sont passés d'un score de satisfaction client de 75% à 95% grâce à l'amélioration de l'expérience agent. Et tout ça par une nouvelle façon de manager ses équipes, par de la bienveillance et puis par une efficacité opérationnelle au niveau de ses agents en leur fournissant aussi les bons outils. Alors Nicolas, je suppose que dans ces 6 grandes tendances qu'on vient d'esquisser, rapidement, que je suppose que certaines résonnent très fort, par rapport à ton vécu, alors Bac un cas particulier puisque c'est une place de marché que votre activité exclusive. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place très, très brièvement, pour répondre à ces besoins, soutenir l'activité au quotidien? Et puis tu peux peut-être nous parler également du client type de Back Market, c'est qui finalement? Mmh. Alors en 2020, c'était une période un peu atypique, une période un peu de crise et d'urgence, et en même temps, on avait des clients qui étaient beaucoup plus patients et tolérants à l'erreur. Si on se rappelle un peu le confinement en 2020, le premier, on ne savait pas vraiment dans quoi on allait. Les transporteurs fermaient plus ou moins dans certains départements, on ne pouvait même pas livrer. Et donc les clients étaient vraiment très heureux d'être livrés, même avec quelques jours de retard. Donc vraiment beaucoup plus patient et plus tolérant. Et en même temps, c'était une période de crise et d'urgence où on devait nous trouver des actions, lancer des choses de manière
enfin tout le temps perpétuelle. C'était vraiment, on a vraiment utilisé en fait cette période-là comme un laboratoire d'initiatives en 2020 sur lesquels on est en train de capitaliser en 2021 parce que maintenant les clients sont redevenus aussi exigeants qu'avant cette période-là. Et typiquement sur la livraison, on a beaucoup investi sur la livraison, sur la communication des événements de crise et qu'on a pu réutiliser d'ailleurs pour le Brexit quand nos vendeurs UK étaient bloqués, ne pouvaient pas acheminer des marchandises en France. Et on a contribué à l'amélioration de l'expérience de livraison pour les clients par deux choses principalement. Un, on a centralisé la donnée, des tracking et des numéros colis qu'on a mis à disposition pour les clients dans leur espace client. Donc, quand le client avait une question, il allait sur son espace client et il voyait où en était son colis de manière basique. Et après, on a eu aussi des mises en place dans le centre d'aide de communication de crise qui nous permet de dire attention, ce département est en difficulté, vous n'allez pas être livré dans les temps et en heure, qu'on a pu réutiliser au moment du Brexit notamment. Ensuite, vous posez la question sur tous les clients, les personnalités des clients qu'on peut avoir, nous, chez Back Market. Globalement, on a la chance d'avoir un peu tout type de clients. On a bien sûr des clients qui sont chez nous pour des valeurs, donc qui peuvent être des valeurs soit écologiques, soit d'anti-gaspillage et qui préfèrent donner une seconde vie à des produits tech qui polluent énormément aujourd'hui notre planète. Et on a aussi des personnes qui, eux, vont venir chercher le rapport qualité-prix, donc on va plutôt venir pour une raison économique. Et là, dans cette population, nous avons tout. On a des seniors, on a des adolescents et on a aussi des jeunes foyers qui cherchent à s'équiper potentiellement en ordinateur, en télé ou en produits tech chez eux. Alors justement, puisque c'est une cible aussi large, quelle est votre philosophie finalement en matière de relations clients? Alors, philosophie, c'est un peu un grand mot et ça pourrait être très long. Je pourrais parler des minutes et des minutes dessus, même des heures. Mais de manière assez succincte, on a un mantra assez court chez Back Market qui est de dire que chaque contact client est un échec. Parce que quelque part, on estime qu'on n'a pas répondu aux attentes du client en termes d'expérience. Donc, on va tout faire, nous, chez Back Market, pour pouvoir réduire ces contacts au maximum. Donc, il y a deux choses. On va servir de ces contacts comme des feedbacks d'inspiration pour nos axes de travail, où est-ce qu'il faut qu'on travaille le plus. Et on va rechercher deux choses, soit à tuer la racine, qui est un peu notre Graal, tuer la racine du problème pour éviter tout contact, soit travailler sur la gestion du contact en tant que tel. Ok, là, on n'a pas réussi à supprimer la racine. Réfléchissons à comment on va gérer de la manière la plus efficace possible le contact. Et là, ça peut être soit automatisé, soit apporter une réponse via le centre d'aide, par exemple, qu'on a déployé avec Zendesk, soit faire en sorte de réduire au maximum les étapes de friction qu'on peut avoir dans un contact. Après, il faut savoir que nous, Back Market, on est une place de marché. Donc, on est un intermédiaire entre un reconditionneur et un client consommateur d'une part. Théoriquement, on ne devrait pas avoir de contact parce que toute la relation se fait entre ces deux entités-là. Mais nous, justement, on va arriver en tant que tiers de confiance et on va essayer d'apporter de la valeur à la fois à ces deux clients-là qui sont clients, consommateurs et reconditionneurs en fluidifiant au maximum la relation. Pour faire ça, on va centraliser les données, à la fois performance reconditionneur, à la fois transporteur, et on va apporter toutes ces données-là aux clients et aux reconditionneurs. Le bon exemple, c'est le cas de la livraison dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, toutes ces informations de tracking, on va les disposer aux clients pour lui dire, voilà, ton colis va arriver à tel moment. Ça va me permettre d'éviter le contact parce que le client va être rassuré, il va savoir quand est-ce qu'il est livré. Et de l'autre côté, on va aussi diffuser toutes ces informations-là au reconditionneur pour lui dire, par exemple, voici les incidents de livraison que tu as reçus. Ce colis-là va pas être livré pour raison X ou Y. Tu peux commencer déjà à gérer ton client et à anticiper soit un renvoi dans notre produit, soit un remboursement. Et du coup, on va pouvoir être proactif. Donc vraiment, nous, on va servir, on va vraiment aider ces deux écosystèmes, reconditionneurs et clients, pour pouvoir leur apporter le plus d'informations possible et lisser la relation client de la manière la plus optimale possible. Mmh. Donc la data concourt fortement à l'agilité. Sur les 6 clés Énormément. qui ont été évoquées par Sophie dans la première partie de cette demi-heure, lesquelles te parlent le plus et pourquoi? Alors, moi, j'en ai trois qui me parlent le plus. On va dire la personnalisation. Je pense que c'est très important de personnaliser la relation client et notamment personnaliser les réponses qu'on a en fonction de chaque situation. Il n'y a rien de pire que d'être considéré comme un numéro quand on fait de la relation client.
Ensuite, il y a l'après-vente qui, pour nous, est vraiment un névralgique et très central pour Back Market. On a pour mission de rendre mainstream le reconditionné, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de raison d'acheter des produits neufs. Et pour ça, on doit créer une relation de confiance forte avec nos clients et ça passe par l'après-vente. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de problème quand on achète chez Back Market. Et si jamais on a un problème, il faut faire en sorte que ce problème ne soit plus un problème par une après-vente exceptionnelle. Et le dernier point, dernier clé qui m'intéresse beaucoup, c'est l'expérience agent. Moi, je suis intimement persuadé de manière personnelle que des bonnes réponses apportées à des clients viennent de bons agents et les bons agents, ils peuvent être bons uniquement s'ils sont heureux dans l'environnement où ils travaillent. Et donc, l'expérience agent, pour moi, est clé pour une expérience client optimale à la fin. Dans l'après-vente, comment est-ce que vous créez de la valeur? Dans la prévente, du coup, nous, donc la prévente, je vous disais que c'était très central, parce qu'on veut créer de la confiance et du coup pouvoir capitaliser justement sur nos clients et finalement fidéliser. Nous, il y a un indicateur, parce qu'on regarde beaucoup la data, il y a un indicateur qui nous a montré que la prévente, effectivement, philosophiquement, c'était important, mais dans la pratique, c'était aussi très clé, c'est la lifetime value. Donc on calcule pour un client donné combien d'argent en fait il va nous rapporter dans le temps. Donc, combien de fois il va revenir chez Back Market. C'est vraiment un indicateur de fidélisation. Et on se rend compte qu'un client, quand il a eu un problème, en soi, c'est pas si grave que ça. Parce que si on le résout bien, ce problème-là, on va transformer ce client en un client très fidèle. Et même plus fidèle, paradoxalement, qu'un client qui n'a pas eu de problème. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est assez normal. C'est que le client nous a fait une première preuve de confiance au moment de l'achat. Il a acheté chez Back Market un produit reconditionné. On peut partir un peu dans le gouffre, on ne sait pas savoir où est-ce qu'on va. Là, on a un problème, on se dit ah bah mince, je savais, c'est une arnaque, je me suis fait avoir, j'aurais jamais dû acheter là-dessus. Et là, en fait, on a l'opportunité, nous, en tant que marque, de renouer la confiance et de la renouer de manière encore plus forte qu'elle l'était initiale. Parce qu'on va lui dire, bah oui, effectivement, désolé, on a un problème. Ça peut arriver aussi sur des produits neufs, mais nous, du coup, on va vous apporter une solution que vous attendez ou même que vous n'espérez pas, de manière très rapide et qui va répondre complètement à vos besoins. Et là, à ce moment-là, le client va se dire, ah bah oui, bah, j'ai acheté payé 30 ou 40% moins cher que ce que j'aurais pu acheter chez du neuf. J'ai eu un problème, j'ai eu très peur, et en fait, cette peur, elle s'est évaporée instantanément parce qu'on a géré ma relation client de manière optimale avec une solution que j'espérais même pas. Donc, c'est pour ça que nous, c'est vraiment très clé et c'est là-dessus où on va créer de la valeur. Ensuite, pour arriver à ça, bah, nous, on investit massivement dans le support des équipes, donc des agents, par de la formation, par des outils, notamment avec Zendesk. Et on va aussi investir massivement côté vendeur en leur proposant des services pour améliorer leur relation client et leur expérience d'achat. Donc, par du transport qu'on va pouvoir vendre à nos vendeurs, de la relation client qu'on va pouvoir prester de leur côté aussi pour pouvoir faire en sorte d'uniformiser la relation client chez Back Market et d'apporter la meilleure expérience après-vente. Merci beaucoup, Nicolas. Pour finir, j'ai une question pour tous les deux. C'est quoi pour vous la tendance à suivre en 2022 pour rester agile ou gagner en... Peut-être Sophie pour commencer. Alors, très très court, les réponses, Sophie et Nicolas. Merci beaucoup. Sophie. Oui, ça va être la dernière. Moi, ce qui est super important, c'est l'application d'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle. C'est une tendance qu'il faudra suivre en 2022 pour gagner en agilité. Nicolas. Et pour moi, rapidement, ça va être le chatbot. On en entendait beaucoup parler. Il y a eu vraiment une effervescence ces 5 dernières années. Et maintenant, j'entends dire des directeurs de relations clients que c'est vraiment un must-have. C'est transvenu d'un nice-have à un must-have et je suis complètement d'accord avec ça. Merci à tous les trois. Merci Sandrine d'avoir mené ça d'une main de maître. Je rappelle juste, abonnez-vous au podcast, téléchargez le livre blanc sur le site de zendesk.fr. Merci beaucoup.